messieurs, dames. Pour ceux qui ont regardé la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, puisque du coup les deux seront en back-to-back comme deux belles victoires des Denver Nuggets après les Clippers et le Thunder. C'est juste pour moi, même si on perd 4-1, je m'en fous, je l'assume. En back-to-back donc, j'avais des inquiétudes lors de l'épisode 3. Pas mal d'inquiétudes. L'épisode 4 a guéri une grande partie de mes inquiétudes. D'un coup, que ce soit sur les personnages, l'ambiance, le frisson, la réal, le côté un petit peu gore, la prise de risque. C'est vrai que ça résout pas tout. Encore des petits points où je me dis, tiens, on aurait pu mieux faire. Mais ça a quand même résolu pas mal d'éléments que j'aime beaucoup, effectivement. Et alors, c'est les émotions. Voilà, j'ai pas envie de citer Zidane, c'est un épisode bourré d'émotions, notamment pour une séquence. Alors, il y a beaucoup d'intelligence hein, dans ce quatrième épisode, notamment sur la romance entre Dina et Ellie. Il y a quelques petits points voilà, où je me dis, bon, c'était pas forcément nécessaire, notamment dans les dialogues, mais sinon, je trouve que c'est très intelligent dans la manière dont ils ont remis les choses en scène. Et alors, je le dirai jamais assez, mais Isabella Merced est pour moi la MVP de cette série. Isabella Merced dans Dina est très clairement jusque maintenant un est la meilleure actrice de la série, deux le meilleur personnage de cette série. Soyons lucides, elle fait passer quelque chose dans le jeu, dans le regard, dans l'attitude, dans l'émotion qu'elle provoque, qui est d'une telle simplicité, d'une telle richesse, d'une telle tendresse. C'est très très fort. On va évidemment donc parler de cet épisode 4 avec un autre personnage. On va commencer par là, qui respire la gentillesse et la gaieté. Lui aussi est d'une poésie sans nom. Notre chef cuisinier préféré, le grand Isaac. L'homme qui séduit de par sa cuisine. Un bon gars finalement. Un bon gars finalement. Alors évidemment, parler de cette scène d'introduction, parce que bah, je vais continuer là-dessus. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, mais Last of Us réussit à me plaire pour la simple et bonne raison que, comme le dit Sky, hein, finalement, bah, on a eu plus d'Isaac dans la série que dans le jeu vidéo. On a déjà appris voire plus de choses sur cet homme en un épisode que ce que le jeu nous l'avait fait. Et alors, le jeu, hormis si tu lis beaucoup de mémos, des choses, des machins, etc., bon, je pense que tout le monde le fait parce que Last of Us, c'est un jeu qui te prône cette envie de le faire. Mais c'est vrai qu'hormis si tu lisais quelques papiers à son sujet, t'avais pas beaucoup d'informations sur lui. On le voit assez peu finalement. Il est très énigmatique. C'est plus un symbole, plus qu'un personnage. C'est une idée, tu vois, plus qu'un antagoniste, Isaac. Là, on le voit beaucoup plus comme un personnage. Alors, faisant partie de la Fedra, qui va trahir la Fedra, les grenades directement à l'intérieur, dans une scène qui est quand même assez forte. Pas dans le gore, finalement, parce qu'elle propose pas grand-chose à ce niveau, mais dans le côté très péchu, quoi, finalement, de la séquence, où il décide d'en sauver un, et on le reverra après au cours de l'épisode, qui va devenir une sorte de bras droit totalement voué à la cause d'Isaac. On en apprend plus à l'instar de l'épisode 3, justement, qui commençait à présenter les séraphites, leur culte, etc., pour la déesse, leur religion, les séraphites, donc, dit de manière finalement positive, hein, du point de vue de la victime, les scars du point de vue d'Isaac. Alors, j'en parlerai après de la deuxième séquence avec Isaac, qui est d'une cruauté sans nom, mais en même temps, le mec explose Jeffrey Wright de charisme. Il englobe la caméra. C'est un mec, là, globalement, t'as même pas besoin vraiment d'une mise en scène chiadée, tellement le gars est capable de prendre la caméra à lui seul. Dès la scène d'introduction, en fait, on continue, c'est ce que je disais, ce côté série coulisses. On a les coulisses, voilà, du jeu vidéo. Vous avez le jeu vidéo, vous avez cette direction, et ben la série vous donne tous les coulisses avec énormément de choses à noter hein, finalement sur l'attitude des personnages, sur leur background, leur passif, sur pourquoi ils font telle ou telle action. Moi je suis d'accord avec Alejandro, alors je n'irai pas jusqu'à dire que le jeu avait été décevant vis-à-vis d'Isaac, mais en tout cas il était incomplet, c'est-à-dire que vu ce qu'on nous proposait et vu comment on l'utilisait, c'était dommage de ne pas en faire plus, en tout cas à mes yeux. Même si effectivement, si on le considère uniquement comme une idéologie pardon, et pas un personnage, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'en faire autant. Là, on retrouve ce côté un peu viscéral, violent, et puis on est dans quelque chose de novateur, finalement. Quelque chose qu'on n'a pas dans le jeu vidéo, qui va être une sorte de coulisse, quelque chose de plus. Moi, j'aime bien. Évidemment que j'aime bien. Je trouve que c'est très riche. La manière dont il a balancé les grenades de manière random, en mode fuck this shit, m'a bien fait rire. Ah, vraiment, mais on sent que de toute façon, ce qu'il a fait,
C'était quelque chose de prémédité depuis longtemps. Et en plus, la manière dont c'est filmé, quand il sort les grenades, on a l'impression qu'il va prendre du recul pour les balancer sur les Séraphites, pourquoi pas sur l'autre personnage qu'il avait sorti du camion aussi, pour montrer justement son leadership à ceux toujours restés dans l'espèce de char. Et finalement, non, il prend le spectateur à contre-pied, même si lui, c'était totalement prémédité, qu'on voit un petit peu les prémices justement de ce personnage-là, ce qui va en être par la suite, le plan de Isaac. Et c'est bien de montrer ça, encore une fois, parce que ça propose quelque chose de différent par rapport au jeu. Décevant sur comment ça finit, on nous présente un perso avec une classe incroyable, puis on le voit plus jusqu'au moment où il meurt très vite. Oui, non, je suis d'accord. Là-dessus, Alejandro, je suis totalement d'accord. Et ça montre encore une fois, moi ce que j'aime bien, c'est que ça montre toutes les distorsions qu'il y a dans cet univers qui est sombre et hyper violent. Faut être tout à fait honnête. Euh, les Scars, la Fedra, les Wolves, les Lucioles, Jackson, on a un vivier finalement de personnages extrêmement nuancés. Comme je le dis assez régulièrement, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais personnages, il n'y a pas de protagoniste ou d'antagoniste, il n'y a pas de bon ou de mauvais camp. Alors après, il y en a des plus humains que d'autres. Je pense que des clans comme celui d'Abby ou Jackson sont peut-être un peu plus humains que les Wolves, la Fedra, voire même les Lucioles, plus brutes de décoffrage, ou les Séraphites. Les Séraphites, même si là on les présente comme des victimes quand même, enfin, c'est des mecs revenus un petit peu dans une religion très carrée, qui est proche de la secte hein, finalement, qui n'hésite pas à tuer pour survivre. Alors, dans un monde dur et violent, faut être dur et violent, je suis d'accord, mais eux, ils ont un retour finalement presque au côté animal et primitif qui est assez flippant. Hein. Et puis leur culte est flippant dans tous les cas. Mais on a tellement de choses en fait qui sont un peu chorales, c'est-à-dire qui s'entremêlent au fur et à mesure de l'histoire, etc., que c'est bien d'avoir une série qui nous en montre un peu plus. Et je pense que cet épisode-là, pour le coup, aura là où par exemple l'épisode 3 j'avais reproché un petit peu le fait que on n'avait pas forcément de séquence majeure et que c'est un épisode de transition, là je peux au moins compter 3 scènes qui vont rester. Je m'étais posé la question justement parce que beaucoup m'avaient demandé dans le chat quelles scènes sont restées pour toi en tête dans la saison 1. Moi, dans la saison 1, l'attaque du colosse me reste en tête. Dans la saison 1, la mort de. Je pense que la scène que j'ai préférée, c'est la mort de Tess, qui est différente, donc du coup, qui est hyper intéressante là-dessus. Je trouvais qu'elle était mieux gérée que limite dans le jeu vidéo. Ça, c'est une scène qui me reste en tête. La scène des girafes, même si elle est très proche des jeux vidéo, donc c'est encore autre chose. Voilà, il y a des séquences qui m'ont marqué. Bah, pour l'instant, dans la saison 2, on a l'attaque des infectés à Jackson. Et puis là, je pense que dans cet épisode 4, que ce soit Take On Me ou même la séquence avec Isaac qui torture un séraphite, je pense que très clairement, ça va être des segments qui potentiellement peuvent me rester en tête. Voilà, parmi les grands segments de la série pour l'instant, Last of Us. Alors ça, la scène de torture, on en parlera après, évidemment. Là, je voulais juste me focaliser sur l'introduction. Mais j'aime bien cette idée de découvrir un petit peu le personnage, d'aller un petit peu plus loin dans l'idée, de découvrir un petit peu ses forces, ses doutes aussi, effectivement. Et puis, le pourquoi de comment on en est arrivé là, quoi. C'est exactement pour ça qu'une série comme Last of Us mérite d'être faite aussi. Donc moi, j'aime bien ce concept de série un petit peu coulisses. Au-delà, au-delà de m'avoir réconforté, notamment, pareil, hein, je vous dis, hein, beaucoup de choses que dans l'épisode 3 j'avais assez peu appréciées ont été nettement plus appréciées dans cet épisode. Au-delà de me réconforter un peu avec Seattle, je trouve que c'est quand même, d'un point de vue visuel, en extérieur, notamment quand ils sont entre les buildings, quand ils sont à la station de radio, quand ils sont dans le magasin de musique ou même dehors, etc. C'est très, 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 très fidèle au jeu et c'est quand même bien différent du côté un peu terne qu'on avait dans l'épisode 3 et puis de ce fond vert gigantesque quand ils arrivent à Seattle. Qui même pour moi, hein, je suis d'accord, était pas forcément folichon, folichon. Là, on atteint un gap
nettement plus intéressant quand même d'un point de vue esthétique quand on est en ville. Mais ce que j'ai encore préféré, c'est le sens du détail. Je parlais de scènes qui m'ont profondément marqué. La scène Take On Me de Bella Ramsey avec Dina, enfin donc Isabella Merced, me restera en tête très longtemps. Cette séquence-là, c'est mettre en image encore plus toute l'émotion du jeu vidéo, mais avec une telle maîtrise, je pense pas qu'on se rende compte, mais une telle maîtrise du détail dès le moment où elles arrivent dans le store de musique, avec Dina qui fait de la batterie, les vinyles. Alors en plus, on a du Bob Marley. Je veux dire, les vinyles qui montrent, c'est quand même pas de la daube, hein, musicalement parlant. Euh, on a pas mal de vinyles. J'ai essayé de checker le poster de Pearl Jam, mais comme l'album n'était pas sorti à l'époque, évidemment, il y était pas. Mais j'ai quand même essayé de regarder. On a du Tears for Fears. Enfin, musicalement, c'est quand même quelque chose. Et puis, c'est une telle précision. Je veux dire, même sur la lumière mise exactement au même endroit, sur cette espèce d'arche-là, il y a un trou béant derrière elle, et cette espèce d'arche en ultra fleurie, boisée, merveilleux, qui arrive là, avec la même guitare, la même manière de chanter, le regard d'Isabella Merced, qui est pour moi plus édifiant et encore plus beau que celui de Dina dans le jeu, je le dis, hein. Euh, et effectivement, comme dit Preach, là où c'est intéressant, c'est que cette séquence-là les rapproche encore plus avant finalement de se mettre ensemble, là où normalement dans le jeu c'est déjà acté. Dans le jeu c'est déjà acté, et puis voilà, ensuite ça c'est juste une confirmation. Là, c'est presque finalement sur cette séquence-là que tout va basculer. Avec le regard de Dina qui se rend compte de véritablement l'amour qu'elle a pour elle, et puis Bella Ramsey qui commence à jouer, puis qui continue, elle qui est pourtant très brute de décoffrage et qui est pas forcément dans le style de se dévoiler, etc., comme d'autres pourraient le faire. Là, elle ose le faire, et ça montre en fait l'excès de confiance qu'elle va finir par avoir pour Dina, et puis le lâcher prise qui va finalement arriver à la suite, c'est-à-dire le lien, le rapport qu'elles vont avoir et le lien où elles vont finir par se mettre ensemble. Donc, c'est une scène que j'ai trouvée merveilleuse. Voilà. C'est d'un réalisme par rapport au jeu qui est bluffant, même dans le lien avec les lumières, les décors, l'ambiance, la musique. J'imagine que c'est Bella Ramsey qui chante, hein, pour le coup, puisqu'on se rend compte que là, c'est pas Ashley Johnson. J'imagine que Bella Ramsey a poussé la chansonnette. Pareil, en tant que talent d'acteur, etc., il y a aussi ça qui va rentrer en compte. Et ce regard d'Isabella Merced. C'est Isabella Merced, elle a une tendresse extraordinaire dans la poésie, l'attitude. Enfin, je trouve que c'est elle dégage quelque chose en fait qui est tellement dans l'âme de Last of Us, mais je pense qu'elle apporte quelque chose en plus. J'ai pas peur de le dire. Je préfère la Dina de la série télé. Sans aucune mesure. Sans aucune mesure. J'aime bien Dina, hein, qui carie énormément Ellie. Ça, c'est ce que je trouve bien aussi. C'est qu'on se rend compte dans le jeu, quand on joue, et même d'un point de vue de gameplay, que Dina carie énormément Ellie et le gameplay du personnage. Là, c'est pareil. Tu sais que sans Dina, Ellie, elle est larguée. Que ce soit au niveau du sac, que Dina lui prépare, que ce soit à la station de radio où on reconstitue un peu cette scène-là où Ellie en difficulté, Dina va mettre une balle dans la tronche d'un mec pour lui sauver la vie. Enfin, Dina est omniprésente dans la vie de Ellie, et Ellie ne serait pas là si Dina n'existait pas. Alors autant dans le jeu tu t'en rends compte, oh là, je trouve que dans la série c'est encore plus probant, quoi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi j'aime bien, je vous dis, c'est quand ça s'approche de ce réalisme-là, c'est là que ça me prouve que Last of Us saison 2, il y a des défauts effectivement, mais on peut pas lui reprocher un truc à cette série, c'est quand même d'avoir été capable d'apporter énormément, mais les séquences marquantes, ils arrivent à les garder. Rappelons quand même quelque chose d'important. Cette séquence-là, elle est facultative. Et moi, ça, je trouve ça très fort. Je trouvais ça déjà très fort que dans le jeu, la séquence, en fait, si tu vas pas dans le truc parce que tu as envie un peu de rusher, tu peux la louper. Donc, on part d'une séquence facultative qui devient l'un des éléments les plus impressionnants du jeu, on la retranscrit dans la série, et on en refait un autre bijou, quoi. Dans le moment de calme, de béatitude,
de zen, de douceur, de poésie, de romantisme, bah, dans un monde qu'on n'a plus du tout. Et c'est dingue de se dire que cette scène-là, de base, en fait, c'est encore là que j'ai le truc qui monte. Mais je trouve ça encore plus dingue d'imaginer que cette séquence-là était potentiellement facultative dans le jeu, quoi. C'est donner une idée quand même du potentiel de Last of Us. Ah, moi, je trouve ça quand même très très fort. Je vous l'avoue, je trouve ça quand même très fort. Et ça montre un réalisme, voilà, qui est bluffant. Et encore une fois, je parle de réalisme, les décors, l'ambiance qu'il y a dans Seattle, la manière dont c'est filmé, le post-apocalyptique dans la ville, beaucoup plus impressionnant que dans l'épisode 3. Vraiment, beaucoup plus impressionnant. Beaucoup plus impressionnant, mais, parce qu'il y a toujours un mais qui vient se dessiner là-dessus, c'est la force de la nuance. On va pas forcément dire que tout est bien. On se posait la question quand on a fait le jeu, est-ce que la séquence dans les lignes de métro, là, en clair-obscur, avec juste la luminosité rougeâtre des feux que balancent les mecs, avec les infectés qui vont les courser au fur et à mesure, etc., jusqu'à effectivement bah, cette barrière quand ils remontent le métro, enfin c'est une séquence qui est iconique à jouer en termes de gameplay, cette séquence-là est folle. On se demandait un peu finalement si ça allait être le cas aussi dans la série. Point positif, ils l'ont mise, c'est bien vu, ça fait une séquence d'action un peu gratuite, ça monte en haleine pour le spectateur et ça lui permet vraiment d'être, comment dire, dans un rythme oppressant d'emblée, avec notamment le jeu, encore une fois, entre Isabella Merced et Bella Ramsey. Donc c'est du cadeau hein, pour le spectateur, parce que c'est une scène, bah, effectivement, dans la série, dans le jeu, pardon, qui est très importante, et puis qui en termes de gameplay est pas mal, et puis c'est suffocant. Quand tu le joues en termes de gameplay, c'est suffocant, parce que t'as les mecs plus les infectés, tu sais pas comment ça se passe, t'as une scène de run, etc. C'est quand même très costaud. Là, dans la série, je la trouve hyper importante parce que bah on voit ensuite le tenant et l'aboutissant que ça propose. J'ai quand même un petit mais. Je pense que ça aurait pu être encore plus phénoménal. Ah, je suis chiant, mais bon, je me dis là, tu vois, on met en place le suspense. Les mecs qui sont là, qui se disent, est-ce que ça avait été dératisé? Ouais, ouais, ça l'avait été, machin. Et il m'a manqué un petit je ne sais quoi, peut-être de jouer encore plus sur la lumière. Je trouve que c'est peut-être encore un petit peu trop lumineux par rapport à l'ambiance vraiment ultra sombre du JV, où on aurait pu encore plus miser sur le côté ocre. La réalisation, par moments, un peu balbutiante, hein, c'est vrai, pendant la course-poursuite, ça aurait pu être encore un petit peu plus suffocant et qui maintient le spectateur en haleine. Le non-dit est intéressant, mais à un moment donné, je pense que justement, les mecs qui se font buter les uns après les autres, ça aurait pu être pourquoi pas mal et bah, de le voir, de l'entendre, parce qu'effectivement, ça aurait donné un côté encore plus glauque et plus sombre. On va revenir sur ce côté édulcoré. Je trouve que c'est une scène qui aurait gagné à être encore plus glauque. Voilà. Encore plus glauque et encore plus suffocante. Pour le bien du personnage, par exemple, Ellie aurait pu balancer une bouteille à la tronche d'un des mecs, et ensuite les rôdeurs arrivent pour les bouffer. Dans le côté, on travaille Ellie, qui est sans foi ni loi, qui hésite plus finalement pour arriver à ses fins, qui est prête à finalement tuer, bah pas des innocents, mais en tout cas des inconnus pour pouvoir survivre et se frayer un passage. C'est exactement ce qu'on fait dans le jeu, on va pas se mentir, hein, si on est prêt à en buter un pour que tout s'arrive sur eux. Et bah ça, pour le coup, tu vois, ça m'aurait permis de travailler le personnage d'Ellie et pourquoi pas montrer les prémices un petit peu de ce côté obscur qu'elle va bah, finir petit à petit par avoir au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même une part de côté obscur en elle. Ça m'aurait pas choqué qu'en fait les choses se passent comme ça. Encore une fois, cette séquence-là, je la trouve un peu propre. Un petit peu trop propre. Là où je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir mis. Je trouve que c'est indispensable vu ce qu'il y a après, parce que la séquence qu'il y a après est quand même énorme. Maintenant, ouais, je pense que sur la forme, c'était peut-être un peu propre et ça aurait gagné à être encore plus glaçant, sanguinolent,
pas forcément en actionneur plus, mais plus suffocant, pour gagner encore plus l'intérêt du spectateur. Surtout qu'on venait de voir son dernier moment de pureté et d'humanité dans le magasin. Ouais, voilà, donc du coup, tu vois, encore une fois, question de nuance, voir l'humanité où on se dit, ah, elle en a encore un petit peu, et puis passer dans l'obscurité tout de suite après, je pense que ça aurait pu être vachement kiffant, ouais. La morsure d'Ellie aussi est peut-être un petit peu propre. Ouais, c'est vrai que ça manque un petit peu, je pense. Surtout quand tu vois comment le, euh, quand tu vois le côté de la morsure qui est quand même assez féroce, tu vois qu'elle douille quand même pas mal, Ellie, hein. C'est vrai que ça aurait gagné peut-être en termes de maquillage, être un petit peu plus étoffé. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas le temps de réagir. Les infectés arrivent très vite vu que le fumigène tombe sur le réseau des infectés. Mais un truc du genre de voir les lumières des soldats s'éteindre les unes après les autres, ça aurait été pas mal. Oui, voilà, par exemple, ça c'est une question de forme. Mais oui, effectivement, ça aurait été pas mal. Les voir au fur et à mesure pour que justement t'aies plus aucune luminosité ou presque derrière. Je trouve qu'ils misent pas assez sur la noirceur. Après, tu vois, par exemple, tu dis les infectés arrivent vite, elle n'a pas le temps d'agir. C'est long quand même, hein. Tu regardes la séance, le temps que Dina arrive à 5, c'est long. Il y a largement le temps quand elle arrive à 1, 2, 3 où Ellie lui dit attends, bouge pas, elle balance un truc et puis ensuite ça part. Il y a quand même un laps de temps où je pense qu'elles observent beaucoup le temps que Dina a le temps de compter. Après, encore une fois, c'est des détails. C'est pas grave, la scène est maîtrisée. Elle aurait pu, je pense, être encore plus glauque, sombre, pas forcément violente avec des effusions de sang à outrance, tu vois, mais les lumières qui s'arrêtent au fur et à mesure, etc. C'est pas une mauvaise idée, des choses comme ça. Euh... Ouais, moi, je pense que tu vois, ça aurait mérité à être plus suffocant. C'est stressant, mais ça aurait mérité d'être plus suffocant. Après, je vais être tout à fait honnête, étant donné que j'ai fait le jeu, que je sais comment ça se passe, je suis d'accord. Peut-être que du coup, je suis un peu biaisé en mode, bah moi, je sais déjà comment ça va finir, donc globalement, c'est pas si grave, tu vois, si d'un côté, enfin, je vais chercher quelque chose d'encore plus. Mais d'un autre côté, on part sur une adaptation, partant d'une adaptation, et ben, et ben, personnellement, je considère que si adaptation il y a aussi un devoir peut-être de surprendre un peu le spectateur, comme ils le font très bien jusque maintenant. Donc voilà, dans le jeu, on galère de ouf. Là, c'est vrai que c'est balancé un peu rapidement, peut-être. Peut-être. Enfin, j'imagine que pour elle, elle galère pas mal quand même, hein. Je veux dire, t'as Bella Ramsey qui se fait mordre, tout ça, machin. Comment il va, mon gros Tonio? Comment ça va, le gros Tonio? Quel bel âtre, gros Tonio. Gros Tonio, j'ai un scoop pour toi, comme dirait mon Thierry Henry. Ça va te plaire. Il y aura peut-être un back-to-back live de 24 heures cet été. Peut-être que j'essayerai Tarkov. J'hésite, mais peut-être que j'essayerai Tarkov. Je me dis pourquoi pas dans un live de 24 heures faire un test d'Escape from Tarkov. On n'y est pas encore, il y a un bits goal qui est là, on est à quelques bits de la barre des 10 000. Si on atteint la fin du bits goal avant la fin du mois, il y a un grand live de 24 heures et peut-être j'avais pensé tester Tarkov. Donc ça, je sais que ça peut te plaire potentiellement, mon gros Tonio. Après, on n'y est pas, hein. Faut terminer le bits goal. Mais en tout cas, si le bits goal est fini, il y aura potentiellement du Tarkov et puis plein de bonnes choses de toute façon sur live de 24 heures. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à envoyer quelques bits, ça fait toujours plaisir. Et ça augmente ce bits goal pour un live de 24 heures cet été où il y aura de tout, des invités, des trucs, des machins. Enfin, je pense que ça peut être pas mal. Une adaptation, c'est un travail de funambule. Quand l'équilibre est bien géré, ça génère un gros effet waouh. Bah ouais, je suis assez d'accord. Mais et je trouve que la balance est bien entre l'ultra réalisme de certaines séquences par rapport au JV et en gros le sens du détail énorme, tu vois, qu'on peut avoir, et le côté coulisses où on nous montre tellement de choses qu'on n'a pas dans le jeu que c'est bien parce qu'on en apprend de tout. Par contre, attention à ne pas délaisser aussi la forme, la mise en scène, les choses, les machins. Cette scène-là, encore une fois, je la trouve forte. Et encore une fois, c'est les prémices de quelque chose d'excellent derrière. Maintenant, bon, je pense qu'elle aurait pu être un petit peu mieux maîtrisée. Je pense. Elle est maîtrisée, mais elle aurait pu avoir ce petit truc en plus, tu vois, de côté suffocant qui lui manque peut-être. Maintenant, je suis d'accord avec Preach, je crois qu'il l'avait dit. C'est une scène qui amène la reconstitution du décor quand ils sont. Euh, quand elle se fait mordre et que justement elles arrivent dans le théâtre sous la pluie, etc. Elles arrivent dans le théâtre et tu la vois, elle qui est mordue, etc. Isabella Merced, Dina qui est dans une confrontation incroyable où elle est sur le point de la buter. Enfin là, pour le coup, tu te dis comment ça va se passer, machin.
La reconstitution des décors dans le théâtre, elle est extraordinaire. Enfin, j'ai regardé ça, la porte d'entrée du théâtre, la reconstitution totale du théâtre derrière, le travail qu'il y a. Parce que je veux bien qu'on me dise c'est une série woke, Bella Ramsey c'est pas joué, nanani, nanana, coucou, je suis fan de Plot Time. Bon, oui, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, derrière, est-ce que vraiment il y a des gens, tu vois, qui se focus sur la science des décors, des costumes, de la reconstitution au détail près des trucs? Je trouve que c'est énorme. Et là, justement, tu vois, d'un point de vue de scénario, parce que là, on navigue sur plusieurs scénarios. Le scénario du jeu, scénario réel, donc de la série. La manière dont elles vont coucher ensemble pour la première fois, je la trouve meilleure dans la série télé. Je le reconnais, je l'avais dit dans les épisodes précédents. S'ils suppriment cette scène-là, eh ben, j'ai un petit peu peur. Comment dire? J'avais un petit peu peur que si on supprime cette scène, ce soit préjudiciable pour la série. Non seulement ils l'ont pas retiré, mais en plus ils l'ont rajouté ailleurs. Inclure cette scène-là, qui est à la fois l'amour total, la passion totale, mais qui arrive du désespoir total. Quand on est, enfin, je veux dire, je l'ai souvent dit et je pense que c'est déjà arrivé. Dites-moi si dans le chat c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Quand on est dans une phase de désespoir total et même dans une phase de relation de couple difficile. Je prends toujours l'exemple, et merci mon gros Tonio pour le Prime, 27e mois, merci mon gros Tonio, juste pour mon imagination, il y avait des esthéticiennes, il y avait des esthéticiennes dans la ville, merci mon gros Tonio pour le Prime. On aime cette imagination débordante et on aime la barbaque qu'on va s'enfiler, évidemment, mon gros Tonio, je le rappelle, quand on ira manger cette pièce de viande chez Bob, j'ai hâte, je la savoure déjà, je te le dis. Je sais pas si ça vous est donc déjà arrivé, vous, mais je prends l'exemple du clip de Eminem et Rihanna, Love the Way You Lie, avec Dominique Monaghan et Megan Fox. Quand tu t'engueules avec quelqu'un et qu'à un moment donné, tu t'engueules à un moment qui est très très fort, etc., ceci, cela, il peut arriver derrière que tu aies une pulsion amoureuse, sexuelle, évidemment, d'envie d'aller vers l'autre. De la haine, tu passes à l'amour et à l'envie physique. Un peu comme dans le film Les Infidèles, où on a Jean Dujardin et Alexandra Lamy qui s'engueulent, et qui au final, à la fin, ils finissent par se dire les termes et ils se sautent dessus tellement la passion amoureuse et ce qui ressort de ça, ou comme Abby et Owen, exactement, Bart dans le bateau, ouais, tu as cette chose qui est véhiculée. C'est quelque chose qui peut arriver assez régulièrement, ça. Moi, je pense à Love the Way You Lie avec Eminem et Rihanna, mais il y en a plein, évidemment, des choses comme ça qui se font. C'est quelque chose qui peut arriver. Il y a ce côté haine, amour, pulsion, désir qui arrive directement, qui peut émaner aussi de la tristesse, du désespoir. Là, on a Dina qui imaginait l'amour de sa vie pour morte pendant de nombreuses, très nombreuses minutes, parce que ça a dû être long pour elle, de veiller en plus à qu'elle se transforme pas. Encaisser justement ça, avouer à Ellie qu'elle est enceinte, et cette jonction qui est magnifique entre le désespoir total de se dire qu'est-ce qu'on va devenir. Toi, t'es immunisé, mais c'est un bronx, un bordel pas possible. Moi, je suis enceinte. Il y a ce triangle amoureux avec Jessie. On sait pas si on va s'en sortir. Et là, ça part. Et c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Et c'est beaucoup plus passionné et pour le spectateur passionnant de le voir comme ça. Geste non seulement de soulagement, mais de désir qui arrive après tant de désarroi, de malheur, de tristesse, de trucs, de machin. Moi, j'adore. Moi, ça, j'adore. Et je trouve que c'est extrêmement fort et passionné. Et pour le spectateur, ça en dit tellement plus dans la structure des personnages. Donc le fait que leur première fois soit là-dessus, je le dis, c'est meilleur que dans le jeu vidéo. C'est très sensuel dans le jeu vidéo, mais c'est beaucoup plus passionné et triste et à couper au couteau là, dans le jeu vidéo, dans la série télé. Et j'adore. Alors après, le problème, c'est que là, pour le coup, je vais pas faire mon plot time, mais effectivement, bon, moi, je me poserai toujours la question de la nécessité de... mais est-ce que forcément c'est utile quand elles sont en train de marcher dans une rue de mettre un grand truc avec Pride et puis le drapeau LGBT, etc. pour rappeler que en disant ah oui, bah on sait pas ce que c'était le truc à l'époque, machin, bah il devait éveiller ou ceci ou cela. Bon, ouais, c'est un appel du pied, d'accord. Bon, est-ce que c'est forcément utile dans la narration? Je pense pas. Que Dina nous dise, ma maman, tu sais, elle m'avait dit, non, non, t'aimeras les garçons parce que j'aime les garçons et les filles, je me suis fourvoyé, ceci, cela. Je veux bien que ça travaille le personnage.
Maintenant, est-ce que c'est forcément utile? Je pense que c'est, comment dire, implicite. Tu le lis entre les lignes, je pense que t'as pas forcément besoin d'en faire un dialogue là-dessus. Parce qu'en fait, j'y ai pensé, je me suis dit, tu vois, les gens qui considèrent que c'est une série woke et qui aiment pas, ça leur casse les couilles, et bah, forcer les choses comme ça, c'est ce que je dis. C'est quand c'est bien écrit au service du scénario, c'est cool. Quand ça devient un effet de mode, c'est contre-productif. Et pour moi, c'est contre-productif sur cette séquence-là. Tu vois, Preach, là, pour le coup, je suis pas d'accord. Dina fait son coming out et ose en parler. C'était tellement implicite et on s'en rend compte de toute façon, puisqu'elle ce qu'elle fait avec Ellie ou quoi que ce soit. Elle peut, je pense, voilà. Elle pouvait se permettre, je pense, de, comme on le savait déjà qu'elle était bi, voir qu'elle avait des tendances féminines avec Ellie parce que le cœur prend le pas sur le corps. C'est beau comme phrase. Je pense pas que c'était forcément utile de le rappeler outre mesure. J'ai peur en fait que les gens se disent tiens, ça sent un peu le forcing. Alors après, les drapeaux, on les avait à Capitol Hill dans le jeu, certes, mais là c'est la petite phrase en plus, tu vois, les trucs comme ça où je me dis ah ouais bon, tu vois, faudrait pas que ça force le truc outre mesure. Tu vois, faudrait pas qu'à un moment donné, à cause d'un petit truc comme ça, puis d'une petite discussion comme ça, puis peut-être d'un autre truc, on se dise ah bah tu vois, c'est woke. On l'avait vu depuis l'épisode 3 de la saison 1, de toute façon, il y en a que pour les trucs. Et ce qui serait dommage, parce que du coup, ça desservirait l'épisode 3 qui était phénoménal dans la saison 1, qui était une vraie histoire d'amour. Laissons à l'histoire d'amour l'histoire d'amour. Je pense pas que forcément il y ait besoin de fioritures autour. C'est mon avis. Ça me dérange pas, vous le savez. Moi, je suis pas très woke, etc. Ceci, cela, je suis anti-effet de mode. Donc déjà, je vais pas me qualifier d'anti-wokiste, mais je suis anti-effet de mode quand à un moment donné, c'est hyper contre-productif. Je pense que le wokisme est un effet de mode. On n'a pas attendu le wokisme pour avoir des personnages féminins forts ou des personnages homo forts ou ceci ou cela, du moment que c'est bien structuré, bien carré, bien écrit, tout ceci, tout cela, bah c'est super. Raison pour laquelle Brokeback Mountain est un excellent film. On n'allait pas hurler sur le wokisme à l'époque. Moi, j'aime bien quand ça fait partie de l'histoire. Là, pour le coup, certes, ça fait partie de l'histoire, cette petite phrase-là, mais je pense que c'était suffisamment implicite pour ne pas avoir forcément à le réexpliquer, ceci, cela, parce que j'ai pas beaucoup plus appris du personnage de Dina de par cette séquence. Voilà, pour le coup. Le coup du drapeau Pride, je me suis dit, son seul intérêt, c'est par le prisme que Ellie et Dina savent pas ce que c'est. Pour moi, ça les élève justement au-dessus du wokisme. Au monde, on est tel qu'on est sans rentrer dans un courant de pensée. Mais pour le discours de Dina derrière, oui, je pense que c'était surfait. Oui, sur le drapeau, je suis assez d'accord là-dessus, Roawin, mais tu vois, moi je me dis, elles savent pas ce que c'est, mais elles ont une petite phrase à un moment, je crois, quand elles le regardent, qui, pour moi, était plus je l'ai plus senti comme un pied de nez des scénaristes du style, bah tiens, vous considérez qu'on est woke, ceci, cela, bah on va vous en rajouter un petit peu plus rien que pour vous faire chier, tu vois. Je l'ai un peu plus vu comme ça. Étant de la communauté LGBT et étant bi comme Dina, je trouve que c'est pertinent, il y a les actions, mais il y a aussi le besoin de verbaliser ça, d'autant plus si elle a eu une éducation qui l'a poussée à renier ses sentiments. Oui, je suis d'accord, mais oui, je suis d'accord, Preach. Après, est-ce que c'était forcément le bon moment pour le mettre maintenant? C'est comme, tu vois, Ellie qui dit « je vais être papa ». Bof, tu vois, comme réplique. Je me dis, est-ce que forcément dans un couple lesbien, il y a forcément une nana qui va jouer le mec, le papa, tu vois, des trucs un peu comme ça. C'est une blague. Ouais, c'est une blague, Preach. Mais une blague, plus une blague, plus une blague, plus une petite réplique, une petite réplique, une petite. Ça, à un moment donné, tu te dis, bon, ouais, ok, on a compris, c'est dans la vanne, des trucs et tout, mais on va passer à la suite, quoi. Tu vois, c'est pas. Pour moi, Ellie, bah écoute, je sais pas, ça peut aussi bien être une mère, tu vois. Ça peut aussi bien être une mère que Dina sera une mère, surtout qu'un père avec Jessie, il y en aura un. Enfin, lol, il y en aurait eu un, disons, hein, parce que bon, bah, RIP, mon frérot. Mais il y en aurait eu un, tu vois, de père. Donc, je veux dire, bon, je vais être papa. Implique, tu vois, l'idée qu'Ellie joue plus le côté paternel, le côté bonhomme dans le couple, dans la relation. Là où tu vois, je pense qu'il y avait un pied d'égalité qui était parfait parce que Dina était tellement en carie sur Ellie qu'il n'y avait pas forcément besoin. Après, peut-être que je vais trop dans l'analyse technique de personnage global, machin. C'est juste mon ressenti, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est pas grave. Euh, mais ces petites phrases plus petites phrases, bon, voilà, faudrait pas tomber, comme disait Roawin, peut-être un petit peu dans le cliché, le surfait. Voilà, il y a un petit sens du cliché, un petit sens du surfait. Faudrait pas se cacher derrière le fait que c'est des vannes pour masquer le fait que c'est peut-être un petit peu too much par moment. Je trouve que la réaction d'Ellie face à la grossesse de Dina dénote vraiment par rapport au jeu, pour moi.
On ne ressent pas son envie de vengeance, prêt à tout pour arriver à ses fins. Ça, pour l'instant, c'est vrai qu'on le ressent pas beaucoup. On le ressent nettement moins que dans on le ressent nettement moins que dans le jeu. Après, je me suis dit un truc, je me suis dit peut-être qu'on le ressent peu parce que Neil Druckmann se dit dans le jeu, on le ressentait tellement que les gens n'ont pas compris pourquoi elle l'a laissé en vie. Là, ça se trouve, en fait, Neil Druckmann, il va nous surprendre et en fait, Ellie veut vraiment la justice et on n'est peut-être même pas forcément dans une quête de vengeance aussi forte que dans le jeu. On est peut-être juste dans une quête de justice qui permettra peut-être d'expliquer pourquoi elle laisse Abby en vie à la fin si on ressent moins la haine qu'elle a tout le long. Je dis pas que c'est mieux, j'essaie d'extrapoler peut-être ce que pense Neil Druckmann, mais on n'est jamais au bout d'une surprise avec Druckmann et Mazin. Pour moi, c'est voir trop loin. Je pense pas que l'idée soit de dire, regardez, Ellie va jouer le rôle du papa. Je pense juste que c'est Ellie qui dit ça pour rire. Oui, non, mais je sais bien, mais tu vois ce que je... Enfin non, visiblement non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait pas qu'une vanne plus une petite phrase ceci par-là transforme des petites blagues qui, certes, dans le scénario, ne sont pas gênantes, en petites phrases et petits récits un peu clichés qui, pour moi, bon, ne sont pas forcément nécessaires. C'est comme quand Dina dit dans le jeu, t'inquiète, il est pas de toi. Oui, mais ça, c'est drôle. Tu vois, ça, c'est pas pareil, c'est drôle. Parce que ça, tu peux le dire dans n'importe quel contexte. Donc, c'est différent. C'est différent. Il n'empêche que la scène est magnifique. Donc voilà, tu vois, la scène est magnifique. Elle est hyper bien transcrite. Elle est assez sexuelle, hein, parce qu'il y a quand même un geste sexuel avec la main de Bella Ramsey directement dans le jean de Isabella Merced. Donc ça veut dire qu'on n'hésite pas non plus à montrer les mœurs, etc., à aller dans quelque chose qui n'est plus que de l'amour, mais aussi du désir physique, de la découverte pour Ellie. Donc il y a un apprentissage aussi sensuel là-dessus qui est intéressant. La scène est super. Et je vous le dis, je trouve que c'est mieux fait comme ça que dans le jeu. Vraiment, hein, quand on a ce côté-là qui se transpose avec cette idéologie de montrer, après justement une scène de désarroi, une scène où on, potentiellement l'une croyait morte l'autre, etc., de deuil en avance et puis de grosses inquiétudes, de montrer ce soulagement, ce désir sensuel derrière. Donc moi j'ai bien aimé. En parlant de sensualité, bah, on termine avec notre cuistot fétiche. L'homme sensuel par excellence. L'homme qui était capable de séduire les femmes par la cuisine, plus que par les mots. Je terminerai sur cette scène-là, effectivement, parce que, bon, bah, globalement, voilà, hein, c'est une scène phare. Alors, il y a la scène de la tour radio aussi, hein, vraiment, qui est très très proche du jeu, avec les personnages qui sont pendus, les tripes, etc. Tout ça, c'est gore comme il faut, c'est intéressant comme il faut. On se rend compte que eh ben, il n'y a pas de bon côté ou de mauvais côté, hein, il n'y a que de la violence et de l'horreur. Et moi, j'ai beaucoup aimé justement ce segment dans la tour radio, qui est hyper fidèle, encore une fois, aux jeux vidéo. Mais cette scène-là, d'un point de vue de monologue, de la manière dont justement il réussit à parler de la vie d'avant c'est hyper sadique de parler de la vie d'avant comme ça, les poils, les trucs, les machins, pour en arriver finalement à torturer un mec. Et finalement, force et faiblesse. Parce que comme dit Preach, les deux discours sont ultra prenants. Que ce soit le discours du Séraphite, en fait, qui a des termes très forts, hein, les Séraphites qui disent, vous savez pourquoi vous allez perdre. Enfin, la phrase est costaud. Tu sais pourquoi, Isaac, tu vas perdre? Parce que nous, les Séraphites, on récupère des Wolves, parce qu'ils croient plus en vous. Alors que les Wolves n'ont jamais récupéré de Séraphite, ma déesse veille sur moi, ceci, cela. Il y a des phrases qui sont quand même très fortes. On a le petit jeune qui était apeuré de voir ce qu'avait fait Isaac, et Isaac qui lui dit choisis ton camp, dédicace d'ailleurs à Jérémy Covillo, qui veut la fin française d'Isaac. Ce petit jeune-là qui était perdu total dans l'intro, là qui se retrouve à soutenir Isaac en disant c'est que des animaux, espèce d'animal, voilà, tu mérites que de crever. Enfin, tu vois la différence en fait entre les personnages qui sont sans foi ni loi, qui ont changé en 10 ans du tout au tout. Isaac, et lui pareil, qui va le buter froidement parce qu'il sait que de toute façon il n'aura pas l'ascendant sur lui. Il y a tellement de choses à dire dans cette séquence de prestance, dans les deux monologues, dans les deux oppositions qui se font face. C'est plus qu'un dialogue, c'est presque deux monologues hein, qui s'opposent. C'est très fort. Et puis alors, Jeffrey Wright, il est flippant à souhait là-dedans, non, c'est costaud. Je pense que c'est ce qui met tout le monde d'accord. Hein. Très clairement, autant tu peux avoir des griefs sur Last of Us et pas forcément aimer la série, je vois pas comment là tu peux regarder Isaac et te dire
Sachant qu'en plus, on a limite plus d'Isaac en un épisode que ce qu'on a eu dans tout le jeu, je vois pas comment tu peux te dire que c'est loupé. Vraiment, hein. Bien vu, Pritch, j'allais en parler, j'allais y venir après. Le mind game qui se retourne contre Isaac. Le mec qui tend sa main. J'ai regardé ça, j'ai fait oh, t'es burné, toi. Oh, que c'est bien vu d'un point de vue de mise en scène et d'écriture. Comment tu veux, à un moment donné, plus intimider un intimideur que de lui dire tu veux ça, je te le donne. Je te donnerai rien de plus. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Parce que t'en es à un stade où tu te dis, non seulement le mec dira rien, il est prêt à subir la sentence, mais il se donne. Et là, en fait, c'est un pied de nez énorme. C'est de toute façon, ça ne marchera pas. L'autre, il lui dit, je vais te cramer l'intégralité de ton visage. Il fait, d'accord, commence. Il n'y a pas de souci. Et je me suis demandé, est-ce que Isaac, du coup, va lui balancer sa main et lui mettre directement sur la gueule pour lui faire encore plus mal, ou est-ce que, bah voilà, solution de facilité, il va le buter direct parce que il en fera rien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Isaac, en un épisode, on le voit dans ses forces et dans ses faiblesses. On va le voir dans sa force, c'est-à-dire sans foi ni loi, toujours un plan, notamment dans l'introduction. Là, pareil, le monologue, l'assurance, la prestance, le charisme, le côté ultra néfaste, mais derrière, pris à son propre jeu. Et du coup, on travaille les séraphites aussi. Chose qui était assez peu fait. Encore une fois, quel est l'intérêt d'une série télévisée qui va adapter un jeu, être capable de donner du lore à des personnages non jouables? Et là, c'est vachement bien, parce que effectivement, il crée des personnages terrifiants. Et il travaille des choses qui sont terrifiantes. Rien de mieux que ça dans une adaptation de série. La réplique du Scar, elle est vraiment terrifiante, je trouve. Tous les jours, un de vos wolves voit la vérité et l'accueille dans son cœur et s'inflige la sainte scarification. Aucun d'entre nous n'est jamais parti pour devenir un wolf. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, Preach. C'est le mind game est à contre-pied total par rapport à ce que j'imagine faire Isaac à ce moment-là. Isaac, il se dit, on a forcément l'ascendant. On a des fusils automatiques, on a des hôpitaux, des trucs, des machins, on vit encore au goût du jour. Toi, t'as un arc et des flèches. Ouais, mais le spirit des séraphites, il est intouchable. Intouchable. Et personne ne peut toucher l'aura, en fait, de ce qu'ils veulent. C'est ça qui rend l'opposition très intéressante. Et c'est là que je suis content. Il reste déjà plus que 3 épisodes, hein. C'est là que je suis content que finalement on aura ça sur 2 saisons, peut-être même 3. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Comment tu veux faire ça en si peu de temps? Moi là, si vous me demandez mon avis, je pense que la saison 2 se termine à la transition avec Abby, hein. Sans aucun problème. Il va rester suffisamment pour qu'on étoffe un petit peu le lore. Je pense que la transition avec Abby, on est bon et on va l'avoir à mon avis à ce moment-là. On aura le flashback, à mon avis, avec le T-Rex dans cette saison. On peut avoir le flashback de Joël qui va dire à Ellie justement qu'en fait, bah, ce qui s'est passé, c'était faux vis-à-vis des Lucioles. Mais je pense que là, oui, on part sur un principe qui est la transition sur Abby sera la saison 3. Après, est-ce que ça en sera plus? L'avenir nous le dira. Messieurs, dames, c'était encore une fois très enrichissant. On va s'arrêter là pour ce soir. On a fait un bon débrief de ce très bon épisode. En allant même un petit peu plus loin par moment, etc. Donc c'était très cool. Je vais aller bouffer parce que j'ai une dalle là de tous les instants. Donc je vous cache pas que là, si je peux aller graille, ça m'arrange. Je vous fais des gros bisous tout partout. Et je vous dis à demain pour la critique de Thunderbolt, qui apparemment est un très bon film que je vais voir demain à 13h. Je vous donnerai évidemment mon avis dès demain. Des bisous et à demain pour de nouvelles aventures. Et sur YouTube, évidemment, on se revoit pareil hein, dans quelques jours pour la rediffusion des Thunderbolts. N'hésitez pas à claquer vos commentaires, vos likes, les trucs, les machins, vous connaissez. C'est New Age, c'est merveilleux, c'est Johnny Sin, c'est la beuteux.